Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast de Slate.fr qui revient chaque semaine sur l'actualité politique française et internationale avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Aujourd'hui, Le Monde Devant Soi est consacré à la visite d'État de 3 jours d'Emmanuel Macron en Chine. Un collaborateur de Slate, Richard Hartz, l'a accompagné. Alors, si le président est rentré mercredi, Richard, lui, est toujours sur place, à Pékin. Jean-Marie, je vous propose de l'appeler. Bonjour Richard. Bonjour. Merci Richard d'être avec nous. Je rappelle aux gens qui nous écoutent que vous connaissez bien la Chine. Vous y avez passé de nombreuses années en tant que correspondant pour de nombreux médias français. Je voudrais commencer avec un chiffre. Ce chiffre, c'est 13,6 milliards d'euros. C'est le montant total des contrats passés entre Paris et Pékin grâce à cette visite. Est-ce que c'est un bon score, Richard ? On peut dire oui que c'est une bonne performance. Ils ont attendu que le président français soit là pour dévoiler tous ces contrats qui étaient en attente pour la plupart d'entre eux. Il y avait des négociations à chaque fois, elles étaient longues, mais elles étaient presque abouties et elles butaient, c'est général ça en Chine, elles butaient sur des procédures, des vérifications, des hésitations. Là, d'un seul coup, les Chinois ont fait en sorte que ça se débloque et ça fait ce chiffre. Mais alors attention, parce qu'il y a certains gros contrats qui ne sont pas tout à fait finalisés, en particulier en matière de nucléaire. L'accord final est prévu pour le 31 janvier 2020. Il y a encore des choses à mettre au point. Ils ont surtout un vrai problème de savoir où mettre cette usine de retraitement du nucléaire que Orano doit leur vendre, parce qu'ils ont déjà tenté, il y a 6 ou 7 mois, un endroit près d'une rivière, il faut de l'eau, et puis il y a eu des protestations de la population. Donc c'est une des raisons qui retarde la conclusion de ce contrat. L'autre raison, c'est qu'il y a encore des négociations sur le prix. Juste, je rebondis sur ce que vous dites, il y a eu des protestations de la population, ça veut dire que finalement en Chine, on a le droit de protester contre l'installation d'un centre de traitement de déchets nucléaires. Oui, à partir du moment où ça prend de l'ampleur, c'est-à-dire que il y a beaucoup de monde qui vient protester. Le parti s'en occupe, discute avec ceux qui ont organisé la manifestation, et puis on en tient compte. Il arrive assez souvent que ceux qui ont organisé la manifestation se retrouvent en prison après, mais bien après. Macron n'est pas parti tout seul à Pékin et à Shanghai. Il était accompagné de la ministre de l'Éducation allemande et du commissaire européen à l'agriculture, qui deviendra bientôt le commissaire au commerce. Il leur a demandé lui-même de les accompagner. Alors, est-ce que, en faisant ça, Macron voulait mettre en avant l'Europe plus que la France ? Je dirais pas l'Europe plus que la France, mais l'Europe et la France en même temps. C'est une très bonne initiative et on devrait souhaiter que Angela Merkel, qui vient tous les ans en Chine, en fasse autant, puisque vous avez vu qu'Emmanuel Macron, à l'image de ce que fait Angela Merkel depuis tant d'années, veut lui aussi se rendre chaque année en Chine. Simplement, Angela Merkel, elle vient uniquement avec des ministres allemands et elle n'associe pas les autres Européens. Emmanuel Macron a mis un point d'honneur à associer et la Commission et l'Allemagne. Tout cela cadrant avec un discours très vigoureux d'Emmanuel Macron, repris d'ailleurs ces jours-ci dans une interview au journal anglais The Economist, où il rappelle son credo et sa conviction, qui me semble-t-il est juste, à savoir que l'Europe n'existera pas dans le 21e siècle, ou se délitera, ou sera rayée de la carte si elle ne s'organise pas davantage, si elle ne pèse pas davantage. Et lui, il emploie le mot puissance. Il demande que l'Europe devienne une puissance mondiale pour exister précisément et pour exister évidemment pour le compte de ses États membres. Et donc cette démarche en Chine est une première illustration de cette volonté de faire que ce n'est plus la France seule qui parle, mais c'est la France et l'Europe. Alors, les détracteurs d'Emmanuel Macron vont dire, mais quoi, il se place en porte-parole de l'Union européenne ou des Européens, de quel droit? Mais en fait, je pense qu'il est vraiment dans la bonne démarche et il essaye de réveiller la conscience des autres gouvernements dans cet esprit-là, parce qu'il y a la Chine, parce qu'il y a évidemment le problème russe, parce qu'il y a l'attitude actuelle des États-Unis. Enfin, on connaît le schéma général dans lequel il considère que si l'Europe ne s'affirme pas davantage, elle est appelée à disparaître. Richard, est-ce que l'Europe, c'est une entité qui est prise en compte par Pékin, ou est-ce que le gouvernement chinois préfère finalement négocier de pays à pays? Non, c'est sûr que dans les dernières années, ils ont négocié de pays à pays. Ils se sont même largement implantés dans l'économie grecque ou portugaise. Mais là,
le message, je crois qu'ils ont compris, ils ont bien vu pour la deuxième fois que Macron s'appuyait sur l'Europe. La première fois, c'est lorsque Xi Jinping est venu à Paris en mars dernier. Il s'est retrouvé le deuxième jour des discussions et a été prévenu assez tard avec Angela Merkel et Jean-Claude Juncker. C'était bien pour montrer que la France, elle compte sur l'Europe. Et quand la Chine parle à la France, l'Europe est là. Ça, cette fois-ci, ils l'ont compris, c'est clair. Et d'ailleurs, ils ont très bien reçu la ministre allemande et le commissaire européen. Ils se sont adaptés à cette façon de faire, mais ils vont avoir comme interlocuteur, grâce à la France, en fait, l'Europe, ils vont tenir compte de cette proximité affichée, je pense. La Chine est actuellement engagée dans une guerre commerciale assez dure avec les États-Unis de Donald Trump. Est-ce que ce n'est pas l'occasion, justement, pour l'Europe d'avoir l'avantage dans les négociations? Bien sûr, les Chinois sont actuellement désarçonnés par l'attitude de Trump à leur égard et ils sont inquiets. Ils cherchent à renforcer des relations avec l'Europe qui est là. Et comme Trump a l'air de vouloir en plus s'en prendre aussi à l'Europe, ils disent que tout le monde a intérêt à se rapprocher. L'intérêt de l'Europe et de la Chine, c'est de se rapprocher. Et Emmanuel Macron, de ce point de vue, a un rôle important. Les Chinois l'ont constaté. D'autre part, oui, l'Europe a décroché un accord avec la Chine pendant la visite de Macron là sur les protections des indications géographiques. C'est assez important, c'est-à-dire qu'une centaine de marques européennes seront protégées en Chine. Si elles sont recopiées, il y aura des procès et en principe, ils seront gagnés par ceux qui auront été copiés. Donc c'est bon pour le Beaujolais, pour le champagne, pour la bière de Munich, pour le Porto portugais, etc. Donc voilà, les Chinois sont plutôt contents actuellement de pouvoir travailler avec l'Europe. Alors il y a aussi le fait que la Russie, pour faire un peu le pendant de ce que vis-à-vis des États-Unis, cherche aujourd'hui aussi une alliance privilégiée avec la Chine. Donc il y a une sorte de compétition chez tous ceux qui veulent profiter au fond des effets néfastes de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, de se glisser là et de faire avec la Chine un partenariat particulier. Cela dit, c'est assez compliqué parce qu'en même temps, la France et l'Europe sont à la recherche aussi d'un axe qui passe par l'Inde et qui aboutit à l'Australie, que l'on appelle un axe Indo-Pacifique, et qui est une stratégie qui est malgré tout une stratégie destinée aussi à contenir la Chine, parce qu'il y a les deux aspects. Il y a l'aspect, en effet, partenariat nécessaire avec la Chine, mais il y a aussi l'aspect du programme de la Chine pour 2025, qui est un programme qui vise à installer la Chine non plus comme l'atelier du monde, ce qu'elle a été pendant un temps, mais comme au fond le grand laboratoire du monde avec une excellence dans les domaines les plus innovants et les technologies les plus avancées, ce qui menace aussi directement ou pourrait menacer l'Europe si elle ne prend pas ce train-là. Et donc, il y a à la fois cet aspect-là des choses, et puis il y a la constitution de cet axe Indo-Pacifique qui ne peut pas ne pas inquiéter aussi les Chinois. Donc tout cela est un jeu extrêmement complexe, et on voit sous nos yeux essayer de tenter de s'établir de nouveaux équilibres, et c'est un peu la partie stratégique qui se joue. C'est tout à fait ça. Et sur l'axe Indo-Pacifique, c'est sûr que les Chinois n'ont pas apprécié. Et que donc la visite là de Macron se soit finalement bien passée, ça leur permet d'avoir l'impression de reprendre la main. D'ailleurs, comment vous les qualifieriez, vous, les relations franco-chinoises, Richard? Bonnes, solides, fragiles, tempétueuses? Bonnes. Il faut pas aller beaucoup plus loin quand même. Il faut pas solide, non. Oui, ça va. Et actuellement, la conjoncture fait que c'est plutôt favorable, quoi. Et il y a un intérêt de la Chine à s'entendre avec la France. Sur l'échelle, Richard, des modes de traitement que les Chinois savent calculer au millimètre près, réservés aux présidents qui viennent les voir, notamment au président français, comment situez-vous la visite d'Emmanuel Macron par rapport aux visites des prédécesseurs que vous avez aussi observées de très près? Aucun n'a été aussi bien traité que Chirac.
Chirac qu'il avait un réel intérêt pour la culture chinoise. Et ça, il avait un dialogue. C'était pas la même Chine en même temps. Elle était moins développée. Mais enfin, vraiment, lui, il était considéré comme un ami de la Chine. Et il s'intéressait aux fouilles de Xi'an. Oui, puis il était lui-même collectionneur d'objets chinois rares et précieux, oui. Il y a un sujet qui pourrait crisper les relations franco-chinoises. Ce sont les droits de l'homme et Hong Kong. Nicolas Canteloup en a fait sa revue de presse lundi matin sur Europe 1. Lundi, c'était le premier jour du déplacement présidentiel en Chine. Écoutez. À midi, le président refusera de parler des droits de l'homme. À 15h, il esquivera le sujet de l'espionnage industriel chinois. À 17h, regardez, c'est marqué sur il y a un colloque, là. À 17h, il y a un colloque, tout à fait, où il se taira sur les questions des minorités religieuses. Et à 21h, il terminera en beauté. Lors d'un dîner, il fermera sa gueule sur Hong Kong. Je lui ai dit, Monsieur le Président, en Chine, la parole est d'argent, le silence est d'or, et le fermage de gueule, c'est des milliards d'euros de contrats. Alors, c'est une imitation de Jean-Pierre Raffarin par Nicolas Canteloup. Jean-Pierre Raffarin qui est notoirement un homme de la Chine, en France, en tout cas. Parce que justement, les sujets de crispation, c'est Hong Kong, les droits de l'homme. Richard, dans un papier que vous avez publié sur Slate cette semaine, vous dites que Emmanuel Macron a brièvement indiqué avoir eu des échanges francs et respectueux avec le président Xi Jinping sur les droits de l'homme et les libertés. Ça, c'est la citation d'Emmanuel Macron, et c'est du langage diplomatique. Est-ce que vous pouvez nous le traduire? En fait, qu'est-ce qu'ils ont bien pu se dire? Qu'est-ce qu'un échange franc et respectueux sur les droits de l'homme et des libertés avec le président chinois? Bon, honnêtement, on n'a pas eu d'informations. L'Élysée n'a rien voulu dire. C'est même très différent, par exemple, de Angela Merkel quand elle vient en Chine. Là, elle aborde la question, elle voit des dissidents, ou en tout cas des proches de dissidents. Par exemple, la dernière fois, elle avait vu la femme d'un avocat emprisonné. Là, ça a sans doute été plus des questions de principe. On ne peut pas être d'accord avec vous, les Chinois, sur votre comportement en matière de liberté. Bon, mais on n'en sait pas plus. Mais je le sais depuis pas très longtemps, au moment où Macron nous disait ça en conférence de presse, Le Drian rencontrait la femme d'un avocat emprisonné. Voilà, bon, on n'en sait pas beaucoup plus. Avec Macron, c'est très discret. C'était pas du tout pareil, même je parlais de Chirac, mais sous Mitterrand, sous Chirac, ils disaient les cas qu'ils avaient abordés nommément. Là, on ne sait pas. Et puis alors, le système de communication de Macron est très verrouillé de ce point de vue-là. Richard, vous parliez d'Angela Merkel qui n'hésitait pas à rencontrer des opposants ou des dissidents. Est-ce que ça avait un impact sur les contrats passés entre l'Allemagne et la Chine? Non, parce que ce que la Chine achète à l'Allemagne, elle en a vraiment besoin. Et finalement, Angela Merkel, qui a l'air de bien connaître le fonctionnement des régimes communistes, et pour cause, elle est respectée. Incontestablement, cette façon un peu dure de traiter les Chinois, ça passe. Ils savent qu'elle est comme ça, et dans ce domaine-là, ça à mon avis, pas eu de conséquences. Jean-Marie, Richard parlait d'une relative discrétion d'Emmanuel Macron à propos de cette question-là. Ça tranche peut-être un peu, non, par rapport à ses prédécesseurs, que ce soit Chirac, ça tranche avec ses prédécesseurs, ça tranche avec l'attitude globale de la France sur ces questions, et ça fait paraître Emmanuel Macron comme vraiment l'apôtre de la réelle politique, mais dans ce cas-là de plus presque caricatural, parce que c'est comme si on abandonnait complètement ce terrain, puisque en effet, par rapport à Angela Merkel, la comparaison est tout de même assez cruelle. Alors, si on voulait pousser le bouchon un peu plus loin, on pourrait dire, mais c'est normal de la part d'un président qui, dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, dénonce le droit de l'hommisme. Donc, en effet, si on dénonce le droit de l'hommisme, on ne parle pas des droits de l'homme, ou on en parle très peu lorsqu'on a des visites dans des pays qui sont tout de même des dictatures. Et donc, je pense que vraiment, Emmanuel Macron s'est aligné sur, j'allais dire, c'est une doctrine védrinienne qui consiste à considérer les choses comme vraiment la réalité d'abord, le réalisme d'abord. Oui, sauf que le réalisme, on peut très bien, Angela Merkel le montre, s'accommoder du respect ou de la défense de nos principes. Et donc là, je pense qu'Emmanuel Macron
ne se grandit pas en agissant de la sorte. On avait déjà parlé dans ce podcast des ambitions géostratégiques de la Chine au niveau de la région, en particulier au niveau de Taïwan. En suivant ce que vous me dites, Jean-Marie, est-ce que si jamais un jour la Chine va trop loin par rapport à ses visées géostratégiques, est-ce que la France saura lui dire qu'elle va trop loin ou est-ce que... Je ne sais pas, parce que c'est une affaire extrêmement complexe. Il y a ce qui préoccupe le plus nos pays, c'est l'affirmation par la Chine d'une volonté entre guillemets de domination. Ce qui préoccupe le plus, c'est le fait que, je parle sous le contrôle de Richard, elle réplique ce qui avait été la stratégie des Occidentaux au XIXe siècle vis-à-vis de la Chine et qui est décrit par la Chine comme le siècle de l'humiliation. Ce sont des établissements de comptoirs. Il y avait des comptoirs occidentaux de différents pays, anglais, français, etc. en Chine. Et là, la Chine établit des comptoirs, le Pirée, le port du Pirée, mais le port de Lisbonne, un port aussi en Italie, des ports visés en Amérique latine, ainsi de suite, pour tisser une toile qui est avisée à terme, avisée entre guillemets hégémonique. C'est ça le grand problème, je pense, qui occupe nos chancelleries et nos diplomates. La question des droits de l'homme est une question annexe et je pense pas que quoi que ce soit change. Alors, peut-être s'il y avait eu une intervention musclée et sanglante à Hong Kong, les choses auraient peut-être changé, mais pour le moment cela ne s'est pas produit. Donc je ne sais pas répondre précisément à votre question, Christophe. Richard, cette conquête du monde par les comptoirs dont parle Jean-Marie entre autres, est-ce que c'est quelque chose dont il faut s'inquiéter, qu'il faut craindre ? La Chine, là où elle peut avancer, elle avance. Ce qui s'est passé, Jean-Marie parlait du Portugal et de la Grèce, c'est que ces deux pays ont eu une crise économique à la suite de laquelle les institutions européennes leur ont dit il faut faire de la rigueur, il faut être beaucoup plus dur. Ils ont eu besoin de soutien, notamment financier. Ils se sont tournés vers la Chine qui a tout de suite dit oui, évidemment. Et donc, à partir de là, c'est difficile de reprocher à la Chine d'entrer là où elle peut. Et comme elle a une certaine puissance, qu'elle a beaucoup depuis 20 ans développé son économie grâce aux exportations, grâce aux relations extérieures économiques, avec les routes de la soie, tout ça, elle a tendance à être présente le plus possible. En Afrique, c'est évident, en Europe autant qu'elle peut. Peut-être que à cause de la crise qu'elle connaît actuellement, le ralentissement de sa croissance, peut-être qu'elle va être amenée à se retourner beaucoup plus sur elle-même. C'est possible, certains le pensent, et que dans les années qui viennent, elle sera moins tentée d'aller voir ailleurs. C'est possible, mais pour l'instant, son économie est très tournée vers l'extérieur et ça explique beaucoup de choses. Pour terminer, je voudrais aborder un dernier sujet qui est celui de l'environnement. Cette semaine, les États-Unis de Trump ont confirmé leur désengagement des accords de Paris. La Chine, elle, leur a réaffirmé leur soutien lors d'un discours commun entre Xi Jinping et Emmanuel Macron. La Chine est le pays qui émet le plus de CO2 chaque année au global, mais on sent quand même une volonté de la part des Chinois de faire des efforts en matière écologique. Alors, deux questions. Est-ce qu'il y a vraiment des efforts qui sont faits? Et si c'est le cas, pourquoi? Première réponse, oui, il y a des efforts qui sont faits, incontestables. Et deuxièmement, c'est parce que la pollution, elle a créé une telle inquiétude dans la population chinoise que même un régime autoritaire, il doit faire attention à ça. Et on en est vraiment là. À la conférence de Paris, la Chine est apparue comme un bon élève. Depuis, elle veut montrer qu'elle fait des efforts contre la pollution. La Chine est tout à fait capable de devenir le leader dans les énergies vertes si elle convertit une part de son appareil industriel, et elle le fera. Mais vous-même, Richard Hartz, qui avez vécu à Pékin alors que vous ne pouviez pas sortir sans un masque sur le visage, est-ce que vous constatez que les choses ont déjà changé, se sont déjà améliorées d'une année sur l'autre, parce que vous avez connu les périodes les plus polluées en même temps? Oui, alors la réponse est oui, ça, c'est pas comparable. En 2013-2014, je sortais avec mon masque pendant 15 jours, tellement la pollution était importante. Aujourd'hui, ça arrive 2-3 jours de suite, maximum. Là, depuis que je suis arrivé à Pékin, c'était en fin de semaine dernière, il n'y a pas eu un jour pollué de façon significative. Là, il fait très beau en ce moment.
pas très chaud, mais très beau. Donc oui, ils ont fait un effort pour bien montrer à la population qu'ils le font. Il y a des tas d'usines polluantes qui ont été fermées, d'autres qui ont été renvoyées à l'autre bout du pays. Oui, il y a un effort fait. Il faut qu'ils le montrent. Il faut que ce soit ressenti par la population, dont beaucoup de gens qui se chauffent au charbon vont avoir très froid pendant l'hiver parce qu'ils n'en auront plus. Merci Jean-Marie. Merci. Merci Richard pour ces commentaires en direct de Pékin. Merci, au revoir. Je rappelle qu'on peut lire vos papiers sur le déplacement présidentiel en Chine sur slate.fr sous le tag Chine. Le Monde devant soi revient la semaine prochaine. Au revoir. Vous venez d'écouter Le Monde devant soi, un podcast slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.